Dans le cadre de l'étude des phénomènes accompagnant la formation des chaînes de montagne, nous visons dans cette étude le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc nous allons essayer d'abord de définir le métamorphisme à travers des études réalisées sur des roches métamorphiques et ensuite nous aurons à déterminer les facteurs de métamorphisme, les types de métamorphisme et enfin nous allons pouvoir le mettre en relation avec la tectonique des plaques, c'est-à-dire nous allons pouvoir déterminer la relation du métamorphisme avec la collision, avec la subduction, avec l'obduction, etc. Tout d'abord, on va commencer par le métamorphisme de collision. Nous allons d'abord étudier quelques roches métamorphiques de métamorphisme de collision au point de vue structure de ces roches métamorphiques. Ensuite, on va examiner leur composition chimique et enfin, nous allons comparer leur composition minéralogique. Ceci nous permettra de donner une définition du métamorphisme. L'exemple que nous avons choisi est un site qui se situe entre l'Espagne et la France, c'est-à-dire au niveau de la chaîne des Pyrénées. En effet, au niveau de la carte, on observe les roches métamorphiques à l'affleurement, avec d'autres roches bien entendu. Alors ici, si on se réfère à la légende, nous avons les roches A, B, C et D sont des roches métamorphiques que nous allons étudier dans cette première partie. Nous avons du nord vers le sud de cette zone. Nous avons du nord vers le sud les schistes à séricite et à chlorite, c'est la roche A, suivi par les micaschistes à biotite à muscovite, c'est la roche B. Ensuite, la roche C, micaschiste à biotite à muscovite et à andalosite. Et enfin, la roche D, le gneiss à silimanite et à feldspath potassique. Entre parenthèses, on peut parler des autres roches ici qui affleurent au niveau de cette région. Nous avons la roche E et F et au même titre que le granit de la cour, sont des roches magmatiques. On va les aborder dans le dernier chapitre, le granitisme. Nous avons aussi une auréole de métamorphisme. C'est un autre type de métamorphisme qu'on va aborder vers l'un des paragraphes de cette étude. Donc nous allons nous contenter d'étudier les roches A, B, C et D, c'est-à-dire les schistes, les micaschistes et les gneiss. Alors ici nous observons à l'affleurement qu'elles sont enchaînées. On va essayer de les étudier après l'affleurement. Nous allons essayer de les étudier au point de vue structure, c'est-à-dire on va observer l'agencement et la façon dont les minéraux sont organisés dans ces roches. On va les comparer. Ensuite, on va étudier leur composition chimique et enfin, nous allons comparer leur composition minéralogique. Si on commence par un échantillon de schiste, l'observation de cet échantillon permet de voir une roche d'apparence homogène. Les minéraux sont à peine visibles, ce sont des minéraux de petite taille et l'apparence plate de cette roche va nous donner une idée sur la façon dont les minéraux sont alignés. Donc ce sont des minéraux alignés selon des plans parallèles et ces plans ne sont pas séparables. Donc ce sont des plans qui sont très serrés les uns aux autres et donc on va parler de structure feuilletée puisque les minéraux sont organisés en feuillets et puisque les feuillets ne sont pas séparables, on parle de lignation ou de litage. Récapitulons donc, le schiste a une structure feuilletée avec litage. Ou alors on va dire le schiste a une structure feuilletée avec linéation. Au niveau de la lame mince, cette observation se confirme. Nous avons deux cas de figure pour le schiste et il faut mentionner que les roches métamorphiques sont très variées. Et si on dit schiste, il y a une variabilité de schiste. C'est le même cas pour les micaschistes et les gneiss. Donc nous avons juste un exemple de chaque. Donc nous avons la possibilité de voir les minéraux au niveau du microscope, à l'aide du microscope polarisant. C'est l'outil utilisé pour l'observation microscopique des roches en général. Donc nous avons des minéraux de petite taille et à gauche nous observons que les minéraux de petite taille sont alignés selon des plans
parallèles et rectilignes et les plans ne sont pas séparables. Donc, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'échantillon, c'est-à-dire structure feuilletée avec linéation. La linéation s'observe aussi au niveau de la lame mince à droite, puisque les minéraux sont alignés selon des plans parallèles très très serrés les uns aux autres. Cependant, ici, il y a une linéation plus avancée puisque les plans sont ondulés, c'est-à-dire présentent des ondulations, mais ça reste que les minéraux sont organisés en feuillets parallèles et non séparables. Donc, nous avons ici à gauche un exemple de structure feuilletée avec linéation où les plans parallèles non séparables sont rectilignes et à droite nous avons une structure feuilletée avec linéation où les plans sont parallèles, non séparables mais ondulés. L'observation d'un échantillon de micaschiste montre une roche avec des minéraux aussi organisés en feuillets, mais cette fois-ci les feuillets parallèles sont séparables. On parle de structure feuilletée avec schistosité. Donc, la structure feuilletée avec schistosité se caractérise par des minéraux alignés selon des plans parallèles, c'est le fait que la structure soit feuilletée, et puisque les feuillets sont séparables, on parle de schistosité. Donc, structure feuilletée avec schistosité. D'autres échantillons de micaschiste montrent une schistosité qui se traduit par un débitage, c'est-à-dire une séparation des plans où s'organisent les minéraux, en plus de l'apparition d'ondulations au niveau de ces plans séparables. Donc à gauche, nous avons une schistosité du micaschiste où les plans restent rectilignes, mais ils sont séparables, alors qu'à droite, nous avons une schistosité qui se traduit par des plans parallèles séparables, mais qui sont un peu plus ondulés, donc avec des ondulations. Et donc, si on résume, la schistosité se traduit par des plans séparables, c'est-à-dire les minéraux sont organisés selon des plans séparables qui peuvent être ou bien rectilignes comme à gauche ou bien ondulés comme à droite. L'observation d'un échantillon de micaschiste au niveau de la lame mince, c'est-à-dire l'observation au microscope polarisant permet de voir des minéraux reconnaissables et de taille un peu plus grande que ceux du schiste. Nous pouvons distinguer des minéraux tels que le quartz et le feldspath, ce sont des minéraux qualifiés de clairs, et d'autres minéraux sombres tels que le mica noir, c'est-à-dire la biotite. Et ces minéraux sont alignés selon des plans parallèles, mais un peu plus épais, et donc à l'œil nu qui sont séparables. Cependant, le même feuillet peut renfermer et des minéraux clairs et des minéraux sombres. Donc la schistosité se caractérise par une taille moyenne des minéraux, des feuillets un peu plus épais que ceux de la linéation, avec tout de même un petit mélange entre minéraux clairs et minéraux sombres dans chaque feuillet. L'observation d'un échantillon de gneiss montre des minéraux de grande taille. Par exemple, ici, on peut repérer des minéraux de couleur grenat. Ce sont les grenats. Ce sont des minéraux qu'on appelle les grenats. Il y a aussi des minéraux de couleur noire comme la biotite, par exemple. Et donc, ces minéraux sombres s'organisent dans un feuillet épais qu'on appelle un lit. De même, il y a des minéraux clairs, par exemple, on peut repérer ici les minéraux blancs, ce sont les feldspaths, et des minéraux gris clairs tels que le quartz. Alors, les minéraux clairs aussi s'organisent selon des feuillets épais, clairs, et donc on observe clairement au niveau de cet échantillon une alternance de lits clairs et de lits sombres. Donc, je résume la structure du gneiss. Les minéraux sont de grande taille. Ils sont organisés selon des feuillets épais qu'on appelle les lits. Et puisqu'il y a une organisation en feuillets, on peut parler de structure feuilletée,
mais puisque les feuillets sont épais, c'est-à-dire il y a une alternance de lit sombre et de lit clair, on parle de foliation. Donc je résume, la structure du gneiss est une structure feuilletée avec foliation. On observe ici deux autres échantillons de gneiss et ceci témoigne de la variabilité des roches métamorphiques à tous les niveaux, c'est-à-dire il y a une grande variabilité de schiste, une grande variabilité de micaschiste et une grande variabilité au niveau des gneiss et aussi au niveau des autres roches métamorphiques qu'on va voir par la suite. Alors ici, ce qui est nouveau dans ces deux échantillons, nous avons des lits qui s'alternent sombres et clairs, mais qui peuvent présenter des ondulations, et donc c'est un degré de foliation plus important que le précédent. Alors si je fais la comparaison des deux, nous avons des gneiss avec des lits clairs et des lits sombres qui sont rectilignes, et nous avons des gneiss avec des lits clairs et des lits sombres qui s'alternent, mais qui sont ondulés. Mais ce sont tous les deux des échantillons avec une organisation des minéraux selon des feuillets, c'est-à-dire structure feuilletée. Puisque les feuillets sont épais, on parle de foliation, et donc structure feuilletée avec foliation. Pour généraliser, plus les feuillets sont épais et ondulés, plus la foliation est importante. C'est-à-dire on a un degré de foliation plus important, plus les lits sont épais et plus les lits sont ondulés. À l'échelle microscopique, l'observation du gneiss permet de voir une organisation nette des minéraux. En effet, nous avons les minéraux d'apparence blanche, gris, noir. Ce sont des minéraux globuleux. Alors, il s'agit des minéraux de quartz et de feldspath. Et nous avons d'autres minéraux qui sont allongés. Ici, ils apparaissent de couleur plus vive, c'est-à-dire en jaune, orange, rouge, ce sont les micas. Donc, si on veut résumer la façon dont les minéraux sont organisés, on constate que les minéraux clairs sont organisés en lits clairs, c'est-à-dire en plans épais qu'on appelle les lits clairs, et les minéraux sombres sont aussi organisés en lits sombres, c'est-à-dire d'épaisseur un petit peu moins importante que les lits clairs, mais ils sont distinctibles, c'est-à-dire on peut les distinguer. Donc une alternance de lits clairs et de lits sombres apparaît nette au niveau même du microscope polarisant, et ça confirme la foliation dont on a parlé tout à l'heure au niveau de l'échantillon. Ici, l'observation microscopique au microscope polarisant d'un autre échantillon de gneiss montre aussi des lits clairs et des lits sombres. Alors, je vais généraliser la façon dont on repère les lits clairs et sombres, surtout si on nous donne des documents noirs et blancs. Les lits clairs sont représentés par des minéraux de forme globulaire, parce qu'en général, le quartz et le feldspath sont des minéraux qui apparaissent au niveau du microscope sous forme subarrondie. Et donc ici, nous observons en gris, noir et blanc, ce sont les minéraux clairs et ça forme un lit plus épais que tout à l'heure, car le degré de foliation est plus important. Par contre, les lits sombres sont représentés par des minéraux, ici en couleur, jaune, orange, vert, etc. Mais en noir et blanc, ce sont des minéraux repérables à leur forme allongée. Ce sont des minéraux fins et longs. Et en général, ce sont les micas. Alors, la foliation donc se reconnaît par l'alternance de minéraux clairs de forme globulaire, les quartz et les feldspaths, entre autres, et les minéraux sombres, les lits sombres, sont repérables grâce à la forme allongée au niveau des lits moins épais. On va maintenant récapituler depuis le début. Du schiste au micaschiste vers le gneiss, nous passons à travers la structure feuilletée de ces trois roches, de la linéation à la schistosité à la foliation. Ceci se traduit par la taille des minéraux qui augmente du schiste vers le micaschiste vers le gneiss.
Cela se traduit également par une augmentation du degré d'organisation des minéraux, de l'aliénation vers la schistosité, vers la foliation. Et on va dire donc que euh, le degré de métamorphisme augmente du schiste vers le micaschiste, vers le gneiss. Ceci veut dire que le schiste est la roche métamorphique la moins métamorphisée, le micaschiste est moyennement métamorphisé, alors que le gneiss a le plus haut degré de métamorphisme. Alors, toutes ces observations et comparaisons de structures effectuées au niveau de ces roches métamorphiques va nous permettre de donner une approche de définition de métamorphisme. C'est-à-dire, on va juste commencer cette définition et d'autres études vont nous permettre de compléter cette définition. Le métamorphisme, donc, est une variation, c'est un changement de la structure d'une roche préexistante par alignement des minéraux sous forme de feuillets, avec un degré d'alignement qui diffère de l'alignation à la schistosité, à la foliation. Ce tableau montre la composition chimique des trois roches étudiées précédemment, le schiste, le micaschiste et le gneiss. En effet, on s'aperçoit d'après le tableau que ces trois roches présentent les mêmes oxydes, à savoir l'oxyde de silicium appelé silicate, SiO2, qui présente une proportion importante dans ces roches, et cette proportion est voisine dans les trois roches, au même titre que l'alumine, Al2O3, c'est un oxyde qui présente une proportion inférieure à celle du silicate, mais qui est voisine dans les trois roches. Donc, les trois roches ont la même composition chimique, ce sont des silicates d'alumine. D'autre part, on peut mentionner que la proportion d'eau dans ces trois roches est très faible, mais elle diminue du schiste au micaschiste au gneiss. Maintenant, pour déduire à propos de cette composition chimique, lorsque trois roches de structures différentes ont la même composition chimique, on va pouvoir déduire qu'elles proviennent d'une même roche mère ayant subi le métamorphisme. Donc, une roche mère subissant le métamorphisme va donner les trois types de roches qui diffèrent seulement par leur structure. Et cette roche, c'est le silicate d'alumine hydraté, c'est-à-dire l'argile. Pour terminer l'étude comparative des roches métamorphiques schiste, micaschiste et gneiss, nous allons passer à la comparaison de leur composition minéralogique. Je rappelle que la composition minéralogique d'une roche, c'est l'ensemble des minéraux constitutifs de cette roche. Alors quelquefois, la composition minéralogique tient en considération aussi le pourcentage des minéraux, mais nous allons nous contenter dans cette étude de l'aspect qualitatif, c'est-à-dire juste mentionner les minéraux présents dans la roche. On va commencer par les exemples devant nous. Nous avons le schiste qui contient la chlorite, la muscovite et le quartz. Le micaschiste A contient les mêmes minéraux et bien sûr la différence consiste en la structure. Ces deux roches n'ont pas la même structure même si elles ont la même composition minéralogique puisque le schiste a une linéation et le micaschiste A présente une schistosité. Maintenant pour le micaschiste B, il présente de la muscovite, de la biotite, du quartz, du feldspath, cordierite, andalosite, de la silimanite. Très très peu de distène. Les minéraux, si je compare les minéraux du micaschiste B avec ceux du micaschiste A, nous constatons que la chlorite a disparu du micaschiste A au micaschiste B et il y a également apparition de biotite, de feldspath, de cordierite et d'andalosite. Maintenant, je passe au gneiss. Au niveau du gneiss, nous constatons les minéraux suivants, la biotite, le quartz, les feldspaths, la cordierite, la silimanite et le distène. En comparant le gneiss au micaschiste B, on constate la disparition de la muscovite et de l'andalosite et l'apparition du distène. Essentiellement, on va considérer que le distène est rare dans les micaschistes B. Pour cela, on va considérer qu'il est
présent surtout dans les gneiss. Donc, si je récapitule, du schiste vers le micaschiste vers le gneiss, on constate une disparition de certains minéraux avec l'apparition d'autres minéraux. C'est une notion qui accompagne le métamorphisme, c'est-à-dire que le métamorphisme est un changement de la composition minéralogique d'une roche préexistante par disparition de certains minéraux et l'apparition d'autres minéraux. Et maintenant, on va pouvoir compléter notre définition de métamorphisme. On va ajouter les informations actuelles aux informations précédentes. On a constaté tout à l'heure que le métamorphisme est un changement de la structure d'une roche par alignement des minéraux selon des feuillets. Maintenant, on acquiert au niveau du métamorphisme que c'est un changement de la composition minéralogique. Donc, maintenant, pour donner une définition plus générale du métamorphisme, le métamorphisme est un changement de structure et de composition minéralogique d'une roche préexistante. Changement de structure par arrangement des minéraux selon des plans qu'on appelle les feuillets, avec un degré différent d'organisation de ces minéraux, et changement de la composition minéralogique par disparition de certains minéraux et apparition d'autres minéraux. Afin de déterminer les facteurs responsables du changement de la composition minéralogique et de la structure d'une roche préexistante, nous allons supposer des facteurs comme la pression et la température. Donc nous allons examiner le facteur pression grâce à une expérience de Dobré qui a pris un cylindre métallique dans lequel il a mis des minéraux d'argile en désordre avec des paillettes de mica et il a exercé une pression sur cette argile avec du mica avec le piston. Donc cette pression a permis après un certain temps d'obtenir le schéma à droite de ce document. Vous pouvez constater que les minéraux de l'argile et du mica se sont réorganisés en feuillets parallèles et donc il y a eu formation d'un schiste. C'est-à-dire que l'organisation des minéraux en feuillets, c'est-à-dire l'acquisition d'une structure feuilletée, est due à une augmentation de pression. Maintenant, si on utilise cette expérience pour comprendre les autres structures, nous avions vu dans le premier paragraphe de cette partie que les schistes, micaschistes et gneiss ne présentaient pas la même structure. Le schiste présentait une structure feuilletée avec linéation, et si la linéation est causée par une faible pression qui est celle d'un piston. Mais pour avoir une schistosité et ensuite une foliation, il va falloir que la pression augmente davantage pour que les minéraux s'organisent davantage et donnent un degré de métamorphisme plus important. Donc on va dire que la schistosité est causée par une pression supérieure à celle qui donne la linéation, alors que la foliation va apparaître à partir d'un degré très important de pression. Donc plus la pression augmente, on va d'abord avoir la linéation, ensuite la schistosité, ensuite la foliation. Et donc la pression est un facteur de métamorphisme qui permet la réorganisation des minéraux en feuillets avec une différence de cette organisation. Grâce à l'expérience de Winkler, nous allons examiner un deuxième facteur de métamorphisme, la température. En effet, Winkler a pris la kaolinite, c'est un type d'argile, c'est l'argile blanche. Donc vous avez la formule au-dessous du schéma à gauche. Et vous avez cette kaolinite a été soumise à une pression constante de 2 kbar avec une augmentation de température. Le résultat, l'augmentation de température a été faite de façon à atteindre une certaine valeur de 570 degrés où on a constaté l'apparition d'un minéral
nommé andalosite. Donc la kaolinite de l'argile blanche a donné naissance, s'est transformée en un minéral, l'andalosite. Donc on constate ici, avec l'augmentation de la température, la kaolinite a disparu et ceci est accompagné de l'apparition de l'andalosite. Donc disparition d'un minéral, apparition d'un autre minéral, c'est-à-dire métamorphisme, c'est-à-dire changement de la composition minéralogique. Alors ici, il s'avère que la température aussi est un facteur de métamorphisme qui change la composition minéralogique d'une roche préexistante. Donc si je récapitule, il existe deux facteurs de métamorphisme, la pression qui permet aux minéraux de s'aligner en feuillet et d'acquérir la structure feuilletée, la température qui permet la variation, donc le changement de la composition minéralogique des roches par disparition de certains minéraux et apparition d'autres minéraux. Pour conclure, le métamorphisme est un changement à l'état solide de la structure, la texture d'une roche, par alignement des minéraux sous forme de feuillets et de sa composition minéralogique par disparition de certains minéraux et apparition d'autres minéraux. Ceci à cause de facteurs de métamorphisme tels que la pression et la température. Maintenant, on va exploiter toutes ces données pour donner une définition importante dans ce chapitre, à savoir la notion de séquence métamorphique. Alors, tout à l'heure, nous avions étudié le schiste, micaschiste et gneiss. Nous avions constaté que ce sont des roches qui avaient la même composition chimique, avec une structure et une composition minéralogique différentes. Donc, on avait déduit que ces trois roches provenaient de la même roche mère qui était l'argile, ayant la même composition chimique qui est silicate d'alumine hydraté. Donc on va dire que l'argile, silicate d'alumine hydraté, a subi une augmentation de pression et de température et donc elle a subi un changement de structure et de composition minéralogique pour donner le schiste. Ce dernier, avec la continuité d'augmentation de pression et de température, va changer sa texture et sa composition minéralogique pour donner le micaschiste. Et enfin, le micaschiste a une pression plus importante, une température plus importante va donner le gneiss. Donc on va considérer que le schiste, micaschiste et gneiss sont trois roches métamorphiques qui proviennent de la même roche mère ayant subi des conditions de pression et de température différentes. Il s'agit d'une séquence métamorphique. Donc, une séquence métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphiques provenant de la même roche mère ayant subi une augmentation progressive de pression et de température. Sachant que la température et la pression sont les facteurs du métamorphisme, nous allons déterminer dans le champ pression-température différents domaines qui vont nous permettre de classer théoriquement les types de métamorphisme. Avant ceci, nous allons exclure certains domaines de pression et de température qui ne peuvent pas appartenir au domaine de métamorphisme. Je prends par exemple le domaine de la diagénèse, c'est-à-dire lorsque la température est inférieure à 250, la pression inférieure à 2 kbar, ce sont des valeurs de pression et de température où les roches ne peuvent pas être métamorphisées. C'est-à-dire que la température et la pression sont tellement faibles qu'elles vont seulement causer la compaction des roches. C'est-à-dire les sédiments, pour les roches sédimentaires, vont se lier par des ciments et vont donner de la phase friable une phase compacte, c'est-à-dire la roche va être compacte. Donc le domaine de la diagénèse n'appartient pas au domaine de métamorphisme. Un autre domaine dans le champ pression-température n'appartient pas non plus au métamorphisme. Il s'agit d'un domaine où la pression et la température, surtout la température, est tellement élevée que les roches
ne vont plus être à l'état solide, elles vont subir la fusion partielle. C'est le domaine représenté ici en orange, le domaine de l'anatexie. Donc le domaine de l'anatexie, c'est le domaine où les roches subissent une fusion partielle, et on avait précisé dans la définition du métamorphisme que les transformations de structure et de composition minéralogique se font à l'état solide. Donc le domaine de l'anatexie est un domaine où se fait la fusion partielle, et donc il n'appartient pas au métamorphisme. Il existe une troisième partie du graphe qui sera exclue aussi du domaine de métamorphisme. Il s'agit d'un domaine où la pression augmente d'une manière très considérable avec de très faibles variations de température. C'est un domaine qu'on ne peut pas trouver dans la nature, c'est-à-dire c'est un domaine où les conditions ne sont pas réalisées dans la nature, étant donné le gradient géothermique minimal qu'on trouve par exemple dans les zones de subduction et les autres zones du globe où le gradient géothermique est supérieur à ce gradient minimal. Donc les conditions non réalisées dans la nature se trouvent dans un domaine au niveau du graphe près de l'axe de la pression. Après avoir exclu les conditions non réalisées dans la nature, la diagénèse et l'anatexie, il nous reste un champ de pression et de température où on pourra classer les types de métamorphisme selon l'action relative de la pression et de la température sur les roches. Par exemple, près de l'axe de la température, nous avons un domaine assez réduit où les roches vont subir une considérable augmentation de température avec une faible augmentation de pression. C'est un type de métamorphisme qu'on nomme le thermométamorphisme. Alors que, au milieu du graphe, nous avons une action simultanée de la pression et de la température. C'est là où les roches vont subir une considérable augmentation de pression en parallèle avec une remarquable augmentation de température. C'est le métamorphisme appelé thermodynamo-métamorphisme. Enfin, plus près de l'axe de la pression, nous avons un domaine où les roches vont subir une nette augmentation de pression, une grande augmentation de pression, avec une faible augmentation de la température. C'est le dynamo-métamorphisme. Nous aurons l'occasion de relier ces métamorphismes aux événements qui causent ou qui accompagnent la formation des chaînes de montagne. Maintenant, c'est une classification théorique qu'il faut noter parce qu'on peut nous demander quel type de métamorphisme est mis en évidence dans un document ou dans un exercice. Récapitulons maintenant la classification des types de métamorphisme selon l'action relative de la pression et de la température. Nous avons le thermométamorphisme, là où la température augmente considérablement avec une faible augmentation de pression. C'est le métamorphisme haute température, basse pression. Le dynamométamorphisme, c'est là où les roches subissent une haute augmentation de température et une grande augmentation de pression. C'est le métamorphisme haute température, haute pression. Et enfin, le dynamométamorphisme, c'est le métamorphisme où les roches subissent une grande augmentation de pression avec une faible augmentation de température. C'est le métamorphisme haute pression, basse température. Lorsqu'on trouve une roche métamorphique dans la nature ou lorsqu'on trouve des roches métamorphiques dans la nature, il est très important de déterminer dans quelle pression et dans quelle température s'est formée cette roche métamorphique. Pour cela, il existe des minéraux spéciaux qui donnent des informations sur les conditions de température et de pression qui ont permis le métamorphisme de la roche qui les contient. Ce sont des minéraux qu'on qualifie de minéraux index. Pour comprendre la notion de minéral index, nous allons exploiter des données expérimentales de l'expérience de Richardson. C'est une expérience qui a permis de déterminer
les domaines de stabilité de 3 minéraux qu'on appelle les silicates d'alumine. Ce sont l'andalosite, la silimanite et le distène. Grâce aux données de ce document, on peut s'apercevoir que ces 3 minéraux qui ont des caractéristiques physiques différentes, caractéristiques optiques différentes, ce sont des minéraux qui ont la même formule chimique, c'est-à-dire la même composition chimique. Donc on va, grâce à ce document, déterminer pour chacun de ces minéraux quelle pression et quelle température permettent la stabilité du minéral. Et en déterminant le domaine de stabilité des minéraux, on pourra déduire pour la roche qui les contient, dans quelles conditions de pression et de température s'est formée cette roche. Commençons par l'andalosite. Nous constatons que l'andalosite se situe dans la partie du domaine pression-température, caractérisée par une température allant de à peu près de 300 à 700, c'est relatif par rapport à la pression, et une pression inférieure à 3 kbar. C'est un minéral qui se caractérise par une pression faible, et si donc on le trouve dans une roche métamorphique, c'est que cette dernière s'est métamorphisée dans des conditions de pression faible, relativement faible. Maintenant, si on prend le cas de la silimanite, la silimanite peut être stable à des valeurs de pression très très variables, mais c'est un minéral qui est stable à des températures qui dépassent par exemple 470 degrés, c'est-à-dire c'est un minéral qui est stable à haute température. Donc si je peux exploiter ce minéral, je peux dire pour la roche qui le contient que c'est une roche qui s'est formée à une haute température. Finalement, pour le distène, nous avons un champ de pression et de température très variable pour la température. C'est un minéral qui est stable à moyenne et surtout à très haute pression. Et donc, si je le trouve dans les roches métamorphiques, ça peut me donner une idée sur des conditions de pression et de température de formation, de métamorphisme de cette roche. Alors, un minéral donc index est un minéral qui est stable à des conditions de température et de pression et qui permet de déterminer les conditions de pression et de température subies par une roche qui le contient. Pour mieux comprendre la relation entre ces 3 minéraux, nous allons prendre des exemples. On va prendre par exemple un point A. La température est de 500 degrés, la pression est de 2 kbar. On projette ce point sur le graphe pression-température avec les domaines de stabilité des 3 minéraux. On constate que le point A appartient au domaine de stabilité de l'andalosite. Maintenant, si une augmentation de température survient sur ce point A, c'est-à-dire sur une roche contenant l'andalosite, je vais supposer que la température augmente de 500 degrés à 700 degrés Celsius avec une pression constante, c'est-à-dire on va garder la pression pour faciliter la compréhension. On va constater que le point B appartient au domaine de la silimanite. Donc, une roche contenant de l'andalosite subissant une augmentation de température, cette andalosite va perdre sa stabilité par augmentation de température et va se transformer en silimanite en gardant la même composition chimique. Ceci est possible par un réarrangement des mêmes atomes Si, Al et O. Donc ces mêmes atomes vont se réarranger dans l'espace d'une manière différente et vont donner un nouveau minéral plus stable dans les nouvelles conditions. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Si par exemple, cette même andalosite, c'est-à-dire au niveau du point A, est soumise à une augmentation de pression de 2 kbar à 5 kbar à température constante, nous allons constater que l'andalosite va disparaître et va laisser place au distène. Et ceci par le même principe, c'est-à-dire les mêmes atomes vont se réarranger dans l'espace pour donner un minéral dont les propriétés géométriques, optiques différentes et donc une apparence différente
et c'est un minéral qui sera plus stable à haute pression. Donc cette utilisation de ce diagramme réalisé par les travaux de Richardson, grâce aux travaux de Richardson, va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les roches métamorphiques et donc on va l'exploiter dans les paragraphes suivants. On passe maintenant à la concrétisation de l'utilisation de ce diagramme des silicates d'alumine. On va commencer par le micaschiste B qui contient l'andalosite. On va supposer que le passage de micaschiste B vers le gneiss, il est accompagné de disparition d'andalosite et d'apparition de silimanite. Donc d'après les données précédentes, c'est-à-dire tout à l'heure on a vu pour passer du point A vers le point B, une augmentation de température va faire disparaître l'andalosite et faire apparaître la silimanite. Donc on va supposer ici que le passage d'un échantillon de roche qui contient l'andalosite à une autre roche qui contient la silimanite est accompagné par une augmentation de température. D'autre part, nous constatons aussi que le passage du micaschiste B vers le gneiss est accompagné aussi par l'apparition de dystène. Donc si je prends en considération la présence de la silimanite et du dystène dans les gneiss, on va dire que pour que ces deux minéraux apparaissent en même temps, simultanément, il va falloir que la température soit élevée pour permettre la stabilité de la silimanite et la pression aussi doit être élevée pour permettre la stabilité du dystène. Donc on va déduire que le gneiss a eu un métamorphisme caractérisé par une forte pression et une forte température. Donc comme vous pouvez le constater, malgré le fait que les données ici ne soient pas précises, mais on a une idée relative sur les conditions de pression et de température subies par le gneiss au cours de son métamorphisme. En conclusion, nous avons pu apercevoir d'après les données précédentes que les silicates d'alumine, le dystène, la silimanite et l'andalosite ont connu des transformations polymorphiques en passant à des conditions de pression et ou de température différentes. Donc les transformations polymorphiques sont des modifications de la structure d'un minéral sans changement de sa composition chimique. C'est le cas des silicates d'alumine tels que l'andalosite, le dystène et le silimanite, dont la formule générale est SiO2 Al2O3 ou bien SiAl2O5. D'autre part, un minéral index ou indicateur est un minéral qui permet de déterminer les conditions de pression et de température qui ont permis la transformation d'une roche métamorphique. Alors, nous avons dans ce cas l'andalosite, le dystène et la silimanite comme minéraux index, mais il existe bien dans la nature beaucoup de minéraux index dans d'autres roches métamorphiques et nous aurons l'occasion dans ce qui va venir de découvrir d'autres minéraux index. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sans les minéraux index, il est très difficile de déterminer le type de métamorphisme et les conditions de métamorphisme d'une roche ou d'un ensemble de roches métamorphiques. Après avoir classé les métamorphismes, on a trouvé trois grandes catégories: le métamorphisme haute pression, basse température, le métamorphisme haute pression, haute température et le métamorphisme haute température, basse pression. On va essayer de voir quel type de métamorphisme correspond à un métamorphisme de collision, c'est-à-dire lorsque le phénomène de collision a lieu, quelles sont les variations de température et de pression qui vont causer le métamorphisme des roches, en justifiant bien sûr le choix. Au cours de la collision, lorsque deux lithosphères continentales s'affrontent, à cause des forces latérales compressives, les deux lithosphères continentales vont subir des forces de compression et donc elles vont se déformer. Ce sont ces déformations qui vont causer le raccourcissement et l'épaississement crustal. Alors, on avait précisé dans les anciens chapitres,
que au cours de la déformation, il y a des blocs de roches qui vont être soulevés pour constituer les reliefs et vont constituer les sommets, alors que des blocs de roches encore plus volumineux, plus importants, vont s'enfoncer pour constituer la racine crustale. Et donc on peut, par exemple, passer d'une épaisseur de 40 km à une épaisseur de 70 km. Une augmentation de température sur l'argile à une profondeur plus importante à cause de l'épaississement crustal, l'épaississement des croûtes continentales, va se transformer en schiste, bien sûr par alignement des minéraux en plan parallèle, c'est-à-dire on aura un litage avec bien sûr disparition de certains minéraux et apparition d'autres minéraux. Donc c'est le premier degré de métamorphisme qui est un faible métamorphisme. À cause des contraintes qui se poursuivent, qui continuent, nous aurons un enfoncement davantage des roches et donc le schiste à une profondeur plus importante va subir une pression plus importante et une température plus importante et va donc se transformer en micaschiste, ce qui va nous expliquer la transformation de l'alignation à la schistosité, c'est-à-dire les minéraux vont être plus organisés, plus alignés et les feuillets seront séparables. Et il y aura aussi un changement de la composition minéralogique puisque certains minéraux du schiste vont disparaître avec apparition des minéraux plus stables aux conditions de température et de pression. Et donc, ça va donner le micaschiste. Dans un régime compressif qui se poursuit, c'est-à-dire à la suite des contraintes qui vont se poursuivre sur les roches continentales, le micaschiste va s'enfoncer davantage et donc la pression et la température vont encore augmenter et donc certains minéraux vont disparaître, d'autres vont apparaître avec un changement de structure de la schistosité vers la foliation et donc les nouveaux minéraux qui vont apparaître seront plus stables aux nouvelles conditions de pression et de température. C'est ce qui justifie l'apparition à un degré important de métamorphisme du gneiss. Récapitulons. Dans une zone de collision, à cause des contraintes compressives latérales qui ont affronté les deux lithosphères, qui ont causé l'affrontement des deux lithosphères continentales, étant donné la composition granitique des roches riches en Si et Al d'une part, et étant donné les déformations subies par les roches, alors nous aurons un soulèvement de blocs rocheux pour donner les sommets. Alors ces roches seront déformées sans subir de métamorphisme, car vers l'altitude, vers la surface, les conditions de pression et de température ne sont pas suffisantes pour causer le métamorphisme, alors que les roches qui vont s'enfoncer vont d'abord se transformer en schiste par augmentation de température et de pression, et l'enfouissement des roches vers la profondeur va causer une augmentation encore plus importante de pression et de température pour engendrer le micaschiste, et enfin, à une profondeur plus importante, l'enfouissement des roches va causer une augmentation considérable de pression et de température pour donner le gneiss. Donc le métamorphisme de collision est un métamorphisme haute température, haute pression.